Je vais donc faire un petit survol de trois sujets qui présentent certaines nouveautés dans notre compréhension de la maladie. Donc, la présentation d'aujourd'hui, ça ne porte pas sur l'évaluation des nouveaux médicaments. Il y a déjà des gens qui ont parlé de ça dans d'autres webinaires. Ça porte spécifiquement sur la recherche fondamentale, sur les causes de la maladie. Alors, on va discuter de trois sujets. Premièrement, pourquoi dans le cerveau des gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson, il y a certaines populations de neurones spécifiques qui sont affectées et pas les autres. Deuxième question qu'on va aborder, c'est comment se propage la pathologie de la maladie de Parkinson. Vous allez voir pourquoi il y a une question qui se pose depuis longtemps. Est-ce que la maladie progresse graduellement dans le cerveau? Et si oui, comment? Le troisième point dont on va discuter à la fin, c'est ce qu'on appelle les cellules souches progénitrices. C'est un terme compliqué, mais ça veut dire que à partir de certaines cellules dans le corps humain, on est capable de produire d'autres cellules, éventuellement d'autres neurones qui pourraient peut-être nous aider soit pour traiter la maladie ou pour mieux comprendre, pour mieux comprendre la maladie et développer des nouvelles approches thérapeutiques. Je vais essayer de clarifier ça. Je sais que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas des scientifiques, donc je vais essayer d'utiliser des termes le plus vulgarisés possible. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez surtout pas à poser des questions pour que je puisse clarifier ça pour vous. Alors, premier sujet dont on parle aujourd'hui, c'est la question de la vulnérabilité des neurones dans le cerveau. Pourquoi dans le cerveau atteint de la maladie de Parkinson, il y a certaines populations de neurones qui dégénèrent et pas les autres? Si on comprend ça, on comprend beaucoup de choses déjà sur la maladie. Et je peux vous dire que pour l'instant, on n'a pas encore la réponse, mais on commence à avoir des éléments de réponse. Et ça va être le premier sujet de notre discussion d'aujourd'hui. Vous savez peut-être déjà que dans le cerveau, dans la maladie de Parkinson, on perd graduellement un messager chimique qui s'appelle la dopamine. Ça, tout le monde en a entendu parler. La dopamine, donc dans la diapo qui est là, vous pouvez voir en fait une des régions dans le cerveau où on la retrouve, où on retrouve les neurones qui la produisent. Ici, c'est une coupe de cerveau humain, ça provient de votre tissu post-mortem, donc après le décès de quelqu'un, on peut examiner le cerveau. Et puis, ce qu'on peut voir en noir du côté droit, où vous voyez C, là, ça c'est le cerveau témoin, un cerveau normal. Et on peut voir en noir un endroit où on retrouve beaucoup de neurones dopaminergiques. Ces cellules-là sont noires parce qu'ils expriment naturellement un pigment qui s'appelle la neuromélanine. Donc ça nous donne une bonne indication de où sont ces neurones qui produisent la dopamine. À gauche, un cerveau atteint de la maladie de Parkinson, on voit encore du signal noir, là, mais dans le bas, mais c'est beaucoup moins intense. Ça, c'est tout simplement parce qu'on a perdu un grand nombre de neurones qui produisent la dopamine. Ça se produit dans une région spécifique à la base du cerveau qu'on appelle le mésencéphale, dans une petite région qui s'appelle la substance noire. La substance noire, c'est un endroit où on retrouve quelques centaines de milliers de neurones. C'est vraiment pas une grosse population. Mais ce sont des neurones très importants puisqu'ils produisent ce messager chimique qui s'appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est un messager chimique, un neurotransmetteur qui est très important pour plusieurs aspects du fonctionnement normal du cerveau. C'est important, vous pouvez vous en douter sûrement, pour le mouvement. Donc, quand on manque de dopamine dans notre cerveau, les circuits qui contrôlent le mouvement ne fonctionnent pas de façon optimale, ce qui mène à certains des symptômes clés de la maladie de Parkinson. Dans le cerveau humain et dans le cerveau de l'ensemble des mammifères, en fait, on retrouve des neurones à dopamine dans plusieurs régions. J'en ai mentionné une, donc la substance noire, dans la coupe de cerveau que vous voyez ici, qui représente d'une façon schématique le cerveau humain. On peut voir dans le bas, là, j'ai pas de pointeur qui est visible pour tout le monde, donc je peux pas pointer directement, mais vous pouvez voir des groupements de cellules qui sont localisés en bleu. Et à la base du cerveau, là, il y a un groupe qui s'appelle la substance noire, j'en ai parlé. Il y a un autre petit groupe qui est situé juste à côté, qui s'appelle l'aire tegmentaire ventrale. C'est une autre région où on retrouve des neurones à dopamine, tout proche du premier groupe dont je viens de vous parler. Mais ces neurones-là, curieusement, sont plutôt résistants à la dégénérescence dans la maladie de Parkinson. Eux, ils restent là jusqu'à la fin de la vie. Dans le cerveau, il y a aussi d'autres endroits où on retrouve des neurones à dopamine. On en retrouve dans une région qui s'appelle l'hypothalamus, une région qui est importante pour la régulation de la sécrétion hormonale. On en retrouve dans le bulbe olfactif, une région qui, comme son nom l'indique, est importante pour l'olfaction. On en retrouve même dans la rétine, dans l'œil. Donc, des neurones à dopamine, il y en a à plusieurs endroits. Mais c'est uniquement ceux qui sont dans la substance noire qui dégénèrent. Alors ça, c'est un des mystères.
auxquelles on doit faire face quand on veut comprendre la maladie de Parkinson et ses causes. C'est pourquoi les neurones de la substance noire dégénèrent et les autres neurones dopaminergiques sont résistants. Si on comprenait ça, peut-être qu'on serait capable de prendre avantage de ces connaissances-là pour rendre les neurones de la substance noire plus robustes, plus résistants. Peut-être qu'on pourrait protéger les neurones qui restent dans notre cerveau lorsqu'on a un premier diagnostic de la maladie de Parkinson. Parce qu'au moment où on a un diagnostic, il y a déjà une grande partie des neurones à dopamine qui sont disparus. On ne pourra pas les faire revenir, mais il y en a encore qui sont là, qui travaillent fort pour compenser pour l'absence des autres. Et si on est capable de les préserver longtemps, on va maintenir un système dopaminergique fonctionnel. Donc, on n'aurait pas besoin nécessairement d'augmenter la médication avec le temps. On pourrait peut-être maintenir le système éventuellement. Mais ça, c'est uniquement si on est capable de les protéger, ces cellules-là. Et pour l'instant, on n'a pas de médicament qui nous permet de faire ça. On aimerait bien pouvoir le faire. Alors, ce qui est clair, c'est que durant le cours de la maladie de Parkinson, il y a graduellement une perte de ces neurones de la substance noire. Et ça va amener à une perte de dopamine dans les endroits dans le cerveau où la dopamine est libérée. On a vu de la substance noire, ça c'est l'endroit où on retrouve l'origine de ces cellules-là qui produisent la dopamine, mais tous ces neurones-là envoient des connexions, des axones, à plein d'autres endroits dans le cerveau, surtout dans les endroits qui contrôlent le mouvement. Un endroit qu'on appelle les ganglions de la base. C'est un circuit qui contrôle le mouvement. Alors, l'image que vous voyez ici, c'est une image d'un cerveau humain vivant, observé avec une technique qui s'appelle l'imagerie par émission de positons. Donc ça, c'est une PET scan en anglais. C'est une technique qui nous permet de visualiser certains signaux dans le cerveau après administration de marqueurs, de traceurs radioactifs. Et on peut comme ça, avec un traceur spécifique, visualiser où sont localisées les extrémités des neurones dopaminergiques, les endroits par lesquels sont libérées la dopamine. Donc, dans un cerveau normal, à gauche, on peut voir ce qui est en blanc, c'est la région où il y en a le plus de ces terminaisons des neurones qui produisent et qui libèrent de la dopamine. À droite, vous voyez donc des cerveaux de gens atteints de la maladie de Parkinson. À gauche, alors, en fait, au milieu, là, le cerveau qui est là, c'est un cerveau de quelqu'un qui est atteint de la maladie, mais qui est asymptomatique. Donc, la maladie est peu avancée. Puis à droite, quelqu'un plus avancé. Puis là, on peut voir que au fur et à mesure de la progression de la maladie, on perd de ces connexions aux extrémités des neurones ou à libérer la dopamine. C'est ça qu'on aimerait pouvoir stopper. À cause de cette perte des neurones à dopamine, ça s'explique bien pourquoi on essaie de remplacer la dopamine dans le cerveau par des approches thérapeutiques. Donc, les traitements qu'on a actuellement, la levodopa, les molécules comme l'antacapone, les agonistes dopaminergiques comme la Mirapex, ce sont tous des molécules qui visent à augmenter soit les niveaux de dopamine dans le cerveau ou bien à stimuler davantage les récepteurs de la dopamine dans le cerveau. Dans les deux cas, on veut donc compenser pour le fait qu'on perd de la dopamine. Et donc, au début de la maladie, on peut faire ça en permettant aux neurones survivants de travailler plus fort et de produire plus de dopamine. On leur donne du levodopa, qui est un précurseur dans la synthèse de dopamine. Donc, ces neurones-là, on les aide à en produire plus. Alors, ils vont compenser pour le travail des cellules qui sont disparues. Ils peuvent faire ça très longtemps parce qu'ils sont capables d'en produire plus, puis ils sont capables aussi de compenser en émettant plus de connexions avec les autres cellules. On appelle ça du bourgeonnement compensatoire. C'est un mot compliqué qui vaut beaucoup de points au Scrabble. Et ça veut dire ça essentiellement que les cellules survivantes vont émettre des nouvelles connexions, des nouvelles branches pour venir se connecter avec les autres cellules. Donc, ils compensent. Ils peuvent faire ça pendant très longtemps. On aimerait pouvoir les aider à faire ça plus longtemps. Il y a d'autres médicaments. L'antacapone, c'est un inhibiteur de la dégradation de la dopamine. Donc, si on empêche sa dégradation, les cellules sont capables d'en conserver plus et d'en libérer plus. Et les agonistes, ce sont des molécules comme le Mirapex, il y en a d'autres qui sont des molécules qui sont capables de stimuler directement les récepteurs de la dopamine. Alors ça, c'est les traitements actuels qui découlent du fait qu'on perd des neurones à dopamine. Maintenant, dans la maladie de Parkinson, on parle beaucoup de dopamine, mais en fait, je ne sais pas si vous saviez ça, qu'il y a d'autres neurones quand même qui meurent dans le cerveau, qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson, pas juste les neurones à dopamine. On en parle beaucoup moins souvent parce qu'en fait, il n'y a pas de traitement pour l'instant qui vise à s'occuper de ça, ces autres problèmes-là. Dans le cerveau, il y a d'autres neurones qui dégénèrent, entre autres dans 3 régions que je mentionne ici. Des neurones qui utilisent un messager chimique qui s'appelle l'acétylcholine.
On en retrouve à plusieurs endroits dans le cerveau, mais il y a un endroit où ces cellules-là dégénèrent dans la maladie de Parkinson, un endroit qui s'appelle le noyau moteur dorsal du nerf vague. On retrouve une perte de neurones qui produit un autre messager chimique qui s'appelle la noradrénaline dans une autre région qui s'appelle le locus ceruleus. Finalement, on perd une autre population de neurones qui produisent un autre messager chimique qui s'appelle la sérotonine dans une région qui s'appelle le noyau caudal du raphé. Alors, les noms précis de ces régions-là, c'est pas si important, mais le concept à retenir, c'est que dans le cerveau, au cours de la maladie de Parkinson, il n'y a pas juste les neurones à dopamine dont on parle tout le temps qui sont affectés, il y en a d'autres. Alors, pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Bien, parce que la perte de ces autres neurones-là, ça pourrait peut-être expliquer certains des autres symptômes de la maladie, à part les symptômes plus communs, comme le tremblement, par exemple. Et en même temps, ça nous donne aussi une piste pour la recherche, parce que on cherche maintenant à comprendre quel est le point commun, qu'est-ce qu'ils ont de semblable finalement, ces différents groupes de cellules-là qui sont restreints. À chaque fois, on parle juste de quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers de neurones. C'est pas beaucoup dans l'ensemble du cerveau. Donc, il y a certaines sous-populations de neurones en particulier qui dégénèrent. Ça, c'en est trois autres, à part les neurones de la substance noire. Alors nous, dans mon groupe, et il y a d'autres chercheurs qui travaillent là-dessus à travers le monde présentement, on vise à essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces cellules-là, de différentes des autres, qui vont faire qu'elles vont dégénérer dans la maladie de Parkinson, qu'elles sont plus vulnérables. C'est ce qu'on essaie de comprendre. Alors, une des hypothèses sur laquelle moi je travaille dans mon groupe, c'est l'hypothèse suivante. C'est l'idée que ce qu'elles ont en commun, ces populations de neurones-là qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson, c'est que ce sont ce qu'on appelle des neurones de projection. Ça veut dire, je l'ai déjà mentionné, c'est des cellules qui sont peu nombreuses, mais qui font beaucoup de connexions avec les autres cellules. Juste pour donner un chiffre, une idée, dans le cerveau, un neurone ailleurs dans le cerveau, disons dans le cortex, à la surface du cerveau, va peut-être faire quelques centaines de connexions. Au plus, une dizaine de milliers de connexions. Ça, c'est vraiment beaucoup. Les neurones à dopamine, dans le cerveau humain, on ne les a jamais comptés complètement le nombre de connexions, mais basé sur des estimés, on pense que peut-être que chaque neurone fait 1 million de connexions. C'est beaucoup ça, beaucoup plus que les autres cellules. Les neurones des autres régions dont j'ai parlé, qui dégénèrent aussi dans la maladie de Parkinson, les neurones du raphé dorsal, du locus ceruleus, du noyau moteur dorsal du vague, ce sont elles aussi des populations de cellules qui sont du même type. Elles sont peu nombreuses et font beaucoup de connexions. Alors ça, c'est un point commun. Pourquoi ça serait un problème, ça, d'avoir beaucoup de connexions? Ben, l'idée, c'est ça qui est schématisé ici, c'est que les cellules qui ont beaucoup de connexions, qui ont beaucoup de branches, un peu comme un arbre qui a beaucoup de racines, ce sont des cellules qui ont probablement de très grands besoins énergétiques. Alors, pour nourrir tous ces prolongements-là, tous ces sites où on produit de la dopamine et où on libère de la dopamine, ou bien les autres neurotransmetteurs dont j'ai parlé, eh bien, pour alimenter ces neurones-là, leur permettre de faire leur travail normal, bien, ces cellules-là ont besoin de beaucoup d'énergie. Alors, les cellules, la forme d'énergie principale qu'elles utilisent, c'est une molécule qui s'appelle l'ATP. L'ATP, là, c'est vraiment le pétrole de nos cellules, c'est ce qui leur donne vraiment les ressources pour faire fonctionner toutes les réactions biochimiques normales pour leur fonctionnement. L'ATP, cette molécule-là, elle est produite dans un petit organite intracellulaire qui s'appelle la mitochondrie. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là, la mitochondrie. On en parle en fait dans beaucoup de maladies différentes. Et dans la maladie de Parkinson, il y a déjà des pistes qui nous indiquent qu'il y a un problème avec les mitochondries. On le sait surtout depuis 10 à 15 ans, quand on a commencé à découvrir des mutations génétiques dans les formes familiales de la maladie de Parkinson. Et là, on a découvert qu'il y avait certains des gènes qui étaient mutés dans les formes familiales, qui étaient en fait des gènes qui contrôlaient la production de protéines mitochondriales. Alors déjà, on avait des pistes qui nous disaient que probablement qu'il y a un problème avec les mitochondries à l'origine de la maladie de Parkinson. En plus de ça, on a découvert au fil des années des toxines, des molécules qui étaient capables de tuer les neurones dopaminergiques et de recréer un syndrome qui ressemble à la maladie de Parkinson chez les animaux. Et ces molécules-là, ce sont presque toujours des poisons mitochondriaux, des molécules qui vont venir empoisonner puis empêcher de fonctionner les mitochondries. Donc, on sait qu'il y a un problème avec les mitochondries. Donc, l'hypothèse ici, c'est que les neurones qui ont besoin de beaucoup d'énergie vont être les premiers affectés quand les mitochondries vont avoir des problèmes.
Quand on a, par exemple, une mutation génétique qui fait que nos mitochondries fonctionnent moins bien, ben, les mitochondries partout à travers le corps vont moins bien fonctionner. Mais la dysfonction n'est pas assez grande que ça empêche les autres organes de notre corps de fonctionner normalement. Et peut-être que ce qui se passe dans le cerveau dans la maladie de Parkinson, c'est que les cellules qui sont les plus affectées, c'est celles qui ont les plus grands besoins énergétiques. Ils vont manquer d'énergie, ils sont plus capables de faire leur travail et éventuellement, il va y avoir des mécanismes qui vont mener ces cellules-là vers la mort cellulaire. Parce que quand nos cellules fonctionnent pas bien, il y a toutes sortes de mécanismes naturels qui font que notre corps va les éliminer, ces cellules-là. Alors ça, c'est l'hypothèse. Quand les mitochondries travaillent très fort pour produire l'énergie pour les cellules, on sait aussi une chose additionnelle, c'est que les mitochondries produisent des dérivés réactifs de l'oxygène. Ça, c'est un terme qu'on entend peut-être de temps en temps parce qu'on parle souvent d'antioxydants. Il y a toutes sortes de molécules qui contiennent des antioxydants. Tout le monde nous dit que c'est bon de consommer des aliments qui ont des antioxydants. Et en fait, on parle souvent de stress oxydatif à cause de ça. Donc, nos cellules produisent comme ça des dérivés réactifs de l'oxygène qui vont venir attaquer les éléments cellulaires dans nos cellules. Ça se produit tout le temps, mais nos cellules sont équipées normalement pour faire face à ça. Mais quand il y en a trop, pendant trop longtemps, ça attaque nos cellules. C'est un peu une sorte de rouille, l'oxydation. C'est pour ça que j'ai mis une petite image ici d'un vélo rouillé. C'est comme de la rouille, finalement, l'oxydation excessive. Ça vient attaquer, pas le métal, mais ça attaque nos cellules. Alors, quand les mitochondries travaillent trop fort pendant trop longtemps, surtout s'ils sont dysfonctionnels, ils vont avoir tendance à produire ce qu'on appelle le stress oxydatif. Et ça, c'est probablement ça qui mène éventuellement vers la mort des cellules. Donc, l'hypothèse bioénergétique sur laquelle on travaille, c'est celle que je viens de vous mentionner. On a une hypothèse. Donc, les cellules, ce qu'elles ont en commun, c'est cette caractéristique-là d'avoir beaucoup de connexions, de consommer beaucoup d'énergie et de produire beaucoup de stress oxydatif. Pour faire une image, c'est un peu comme si on compare deux autos, comme vous pouvez voir sur l'image ici, il y a deux voitures, une qui a un gros moteur, on peut l'appeler une minoune, une grosse voiture là, qui fait beaucoup de bruit, qui va peut-être très vite, mais qui est peut-être pas très efficace. Il y en a une autre en haut qui est une voiture plus moderne, probablement une Prius ou quelque chose comme ça, une voiture avec un moteur qui va consommer moins d'essence, moins d'énergie. Alors laquelle entre les deux, vous pensez, va se retrouver plus souvent au garage, surtout au fil des années? Moi, je voterais pour la voiture qui est en bas. Est-ce que... Ah, ça c'est mieux, je vais un petit peu plus grand comme ça. Alors voilà. Alors la voiture qui est en bas ici, ben, effectivement, elle risque d'avoir plus de problèmes de surchauffe que la voiture qui est en haut à gauche. Alors c'est un peu ça l'image ici. On pense que les neurones dans la maladie de Parkinson ont une sorte de surchauffe énergétique parce qu'il manque d'énergie. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce qu'il y a des données scientifiques qui appuient ça? C'est une belle hypothèse et les chercheurs, souvent, on a des hypothèses, des modèles, finalement, qui guident notre travail. C'est ce qu'on pense qui est la réalité. Mais il faut tester ça, les hypothèses, pour voir si elles sont vraies, s'ils peuvent faire avancer la recherche. Alors, est-ce que c'est vrai que les neurones vulnérables dans la maladie de Parkinson, comme ceux de la substance noire, ont plus de connexions? On appelle ça une arborisation axonale plus grande. Est-ce que c'est vrai qu'ils consomment plus d'énergie? Est-ce que c'est vrai qu'ils ont des mitochondries qui travaillent plus fort? Est-ce que c'est vrai qu'ils ont plus de stress oxydatif qui les mène éventuellement vers la mort? Alors, en quelques mots, je vous résume plein de travail que nous, on a fait dans mon groupe là-dessus au cours des dernières années et qui confirme en fait cette hypothèse-là. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on voit confirme cette hypothèse. On a fait des études, pas avec des cerveaux humains, on travaille dans notre laboratoire avec des modèles animaux, des souris. Dans le cerveau des souris, c'est peut-être difficile à croire, mais l'organisation générale du cerveau est très semblable à ce qu'on retrouve dans le cerveau humain. On retrouve les mêmes neurones dopaminergiques dont je vous ai parlé, comme ceux de la substance noire, au même endroit proportionnellement. Bien sûr, le cerveau de la souris, c'est beaucoup plus petit. Et on travaille avec toutes sortes de souris, des souris modifiées génétiquement. Par exemple, ici, dans l'image, j'ai illustré le fait qu'on a des souris modifiées génétiquement qui vont exprimer une protéine qui émet de la lumière verte, qui provient en fait du génome de la méduse. Ça peut paraître surprenant. Ces souris-là ont été modifiées génétiquement pour exprimer cette protéine de méduse spécifiquement dans les neurones dopaminergiques. Et c'est pour ça que dans l'image qui est là, les neurones dopaminergiques apparaissent en vert, parce que là, ils sont modifiés génétiquement pour exprimer cette protéine verte. Pourquoi c'est intéressant ça? Ben parce que nous, ça nous permet de visualiser les neurones dopaminergiques dans le cerveau de la souris et même de les purifier pour pouvoir les étudier de façon plus efficace. C'est juste un petit exemple amusant qui vous montre le genre d'approche qu'on peut utiliser en recherche fondamentale, des choses qu'on ne pourrait pas faire avec un cerveau humain. Évidemment,
vous demandez une biopsie de votre cerveau pour aller chercher les neurones dopaminergiques, il n'y a personne qui serait d'accord avec ça. C'est des cellules qui sont essentielles. C'est pas comme prendre une biopsie de la peau. Alors, on travaille avec des modèles animaux. Un autre avantage de ces modèles animaux, c'est qu'on peut introduire des mutations génétiques, les mêmes qu'on retrouve dans la maladie humaine, chez les souris, puis comprendre quel est l'impact de ces mutations-là. Alors, on fait ce genre de travail-là. On travaille avec des souris modifiées génétiquement, puis on étudie le fonctionnement de leurs neurones dopaminergiques et puis les autres neurones qui sont vulnérables dans la maladie de Parkinson. On a montré dans nos études, et ici vous avez une image qui représente un neurone dopaminergique de la substance noire de la souris qu'on a étudié et on a quantifié la taille de son arborisation axonale, finalement le nombre de branches et de connexions que ce neurone-là peut avoir. Puis on l'a comparé à d'autres neurones dopaminergiques, ceux qui sont plus résistants dans la maladie de Parkinson. Et le graphique qui est là dans le bas vous montre, c'est la colonne en gris, que les neurones de la substance noire, ceux qui dégénèrent, sont ceux qui ont clairement le plus de connexions que les autres. Alors ça cadre très bien avec notre hypothèse. Les neurones à risque ont beaucoup plus de connexions que les autres. Une autre chose qu'on a regardé dans ces neurones-là, c'est les mitochondries. On a pu visualiser les mitochondries, encore une fois, avec une stratégie génétique qui nous permet de voir les mitochondries en les rendant fluorescentes. Donc, ils vont émettre de la lumière rouge. C'est ce qu'on voit dans l'image qui est là. Et là, on a utilisé une stratégie pour mesurer le travail des mitochondries, leur production d'énergie. Alors, le graphique qui est là, ici, en bas, surtout les barres que vous voyez en bas à gauche où c'est écrit basal, ça, c'est le travail de base que fait les mitochondries. Comment fort elles travaillent pour produire l'ATP dans la cellule. Pour produire l'ATP, les cellules ont besoin de consommer de l'oxygène. Et on quantifie ça dans les cellules. Encore une fois, la colonne en gris compare les neurones de la substance noire avec les autres neurones qui sont moins à risque dans la maladie de Parkinson. Et c'est encore une fois les neurones de la substance noire, ceux qui sont les plus vulnérables, qui clairement consomment le plus d'énergie. Les mitochondries dans ces cellules-là travaillent plus fort que les autres. Ça, encore une fois, ça cadre avec l'hypothèse dont je vous ai parlé. Est-ce que c'est vrai que quand les mitochondries travaillent fort, ils produisent du stress oxydatif, ce qu'on a discuté tout à l'heure, l'équivalent de la rouille pour nos cellules? Eh bien oui, on a mesuré ça par une technique de microscopie. On voit le signal qui est en rouge ici, c'est marqué mitosoc, ça c'est un indicateur du stress oxydatif dans la cellule. Et là, le graphique qui est à droite, on a quantifié ça dans beaucoup de cellules, puis on voit que les neurones de la substance noire produisent plus de stress oxydatif en tout temps que les autres neurones, même avant de mourir, donc de façon basale. Alors ça nous démontre qu'effectivement, les cellules qui sont les plus développées morphologiquement, qui ont beaucoup de connexions, qui ont beaucoup de mitochondries qui travaillent fort, ont aussi plus de stress oxydatif continuel. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben ça, c'est un exemple de recherche fondamentale. C'est pas cette recherche-là qui tout de suite nous donne un médicament pour traiter la maladie, ça c'est clair, mais ça nous permet de mieux comprendre l'origine de la vulnérabilité des cellules. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut bâtir là-dessus pour éventuellement trouver des nouvelles pistes pour développer des nouveaux médicaments? Alors, on aimerait, par exemple, pouvoir améliorer la façon dont nos cellules produisent leur énergie pour que les mitochondries puissent faire leur travail, produire assez d'énergie pour faire fonctionner nos cellules, mais avec moins de stress oxydatif. Il y a plusieurs façons de faire ça. On est en train de tester ça dans des projets qui sont en collaboration avec d'autres chercheurs, dont certains de l'Université d'Ottawa qui collaborent avec nous. Et dans ces études-là, on teste présentement différentes stratégies, des approches pharmacologiques, aussi des approches génétiques pour modifier les mitochondries puis les rendre plus efficaces. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours. Je ne peux pas encore vous donner les résultats, mais peut-être dans un futur proche, on aura des résultats là-dessus. Mais ce qu'on vise à faire, c'est vraiment améliorer la fonction des mitochondries pour vraiment faire des super mitochondries qui vont être plus robustes. Ça serait bon pour nos cellules. Une autre chose qu'on a testé entre-temps, c'est qu'est-ce qui se passait si on transformait nos neurones dopaminergiques pour qu'ils aient moins de prolongement? Dans le cerveau, avoir beaucoup de prolongement, c'est bon. On a beaucoup de communication entre les cellules et on le sait dans la maladie de Parkinson, quand on perd des cellules, on perd des connexions et on a des problèmes. Alors, perdre nos connexions, ce serait pas une bonne chose. Mais en principe, on a testé ça. Qu'est-ce qui se passait si les neurones dopaminergiques avaient moins de connexions? Donc, on a traité les neurones de la substance noire de souris avec une molécule qui s'appelle la sémaphorine, qui est une molécule, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une molécule qui affecte le développement de ces neurones-là, le développement de leur axone. Et on a pu montrer que quand on traite les neurones dopaminergiques avec cette molécule-là, ils ont moins de connexions. Alors,
En principe, ils vont libérer moins de dopamine. Ça, ce serait pas bon. Mais en même temps, ça amène ces cellules-là à consommer moins d'énergie. On a pu montrer ça. Le graphique qui est dans E ici, c'est une quantification du travail des mitochondries dans ces cellules-là. Et à droite, la colonne de gris, ça représente le travail des mitochondries dans ces cellules-là qui ont moins de prolongement. Puis on voit que, comme on pouvait le prévoir, s'ils ont moins de connexion, ils consomment moins d'énergie. Et dans ce graphique-là, ici en bas à droite, on a testé deux toxines, des molécules qui normalement vont faire mourir les neurones dopaminergiques. Et ça nous permet d'évaluer si nos cellules sont plus ou moins robustes. Alors, s'ils sont très sensibles à ces toxines-là, ça veut dire que les cellules sont pas très robustes. Mais ici, on a pu découvrir que lorsqu'on traite nos cellules avec cette molécule, la sémaphorine, une fois que les cellules ont moins de connexion, qui consomment moins d'énergie, elles deviennent plus robustes. Elles sont plus résistantes à ces toxines. Donc, la colonne en gris, ici, vous indique qu'il y a plus de neurones qui survivent. Donc, ça, c'est un test qui nous permet de tester, d'évaluer si les cellules sont plus résilientes ou plus robustes. Alors, tout ça, ça nous amène vers une meilleure compréhension de la maladie de Parkinson parce qu'on commence à mieux comprendre l'origine de la vulnérabilité des neurones. Et ça, c'est une étape critique pour aller plus loin, pour développer des nouvelles approches pour protéger les neurones. C'est un exemple. Ça, c'est ce que je fais dans mon groupe. Et je vais terminer la présentation en discutant de deux autres séries de découvertes qui sont en cours dans d'autres laboratoires qui nous permettent aussi de mieux comprendre la maladie sous un autre angle. L'hypothèse dont je vais vous parler ici, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse du prion. Le prion, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme-là avant, mais il y a quelques années, on parlait beaucoup de la maladie de la vache folle. C'est une maladie, une encéphalopathie spongiforme, ça s'appelle encéphalopathie spongiforme bovine, ça c'est le terme complet de cette maladie, la maladie de la vache folle. C'est ce qui est rentré dans les médias comme expression pour la décrire. Et c'est une maladie qui affectait le cerveau de ces animaux. Quand on a identifié l'agent infectieux, l'agent qui est responsable de cette maladie-là, on l'a appelé le prion. C'est une protéine qui va former des agrégats dans les cellules, puis va comme éventuellement empêcher les cellules de faire leur travail normal et amener vers la dégénérescence des neurones. Il y a un lien avec la maladie de Parkinson, pas parce que la maladie de la vache folle et la maladie de Parkinson, c'est la même chose. En fait, c'est des maladies complètement différentes, mais ce genre de travail-là a inspiré les chercheurs dans la maladie de Parkinson parce que quand on a compris le mécanisme de cette pathologie du cerveau dans la maladie de la vache folle, on a vu qu'il y avait un mécanisme qui permettait la transmission dans le cerveau de protéines pathologiques. Et dans la maladie de Parkinson, on sait que ça se produit, ça, des agrégations pathologiques de protéines parce que une des caractéristiques d'un cerveau parkinsonien, quand on l'examine en détail après le décès, c'est la présence de ce qu'on appelle les corps de Lewy. Les corps de Lewy, c'est une expression, vous avez sûrement déjà entendu parler, qui réfère à ce qu'on voit ici dans l'image à droite. On voit du signal qui est brun, là, c'est des taches brunes dans le cerveau, ça c'est une coupe de cerveau. Et c'est des inclusions, ça veut dire des petits agrégats de protéines dans la cellule, dans les neurones. Et ça, c'est pas normal du tout. Et dans ces agrégats, on retrouve une protéine qui s'appelle l'alpha-synucléine. L'alpha-synucléine, c'est une protéine qui est associée depuis longtemps à la maladie de Parkinson. Il y a des formes génétiques aussi dans lesquelles on retrouve plus d'alpha-synucléine. Et ça cause aussi la maladie de Parkinson. On sait que l'alpha-synucléine, c'est au cœur de la maladie. Et maintenant, avec les données qu'on a eues avec les travaux sur la maladie de la vache folle, on commence à suspecter que peut-être que la protéine alpha-synucléine peut former des agrégats pathologiques qui vont comme empoisonner nos cellules, les empêcher de travailler normalement. Et ça peut se transmettre d'une cellule à une autre. Peut-être ça peut expliquer la progression de la maladie dans le cerveau. Alors, l'image du cerveau que vous voyez ici à gauche, avec une flèche blanche, ça représente ce concept-là de propagation de la maladie de la base du cerveau vers les centres supérieurs au fil des années. Il y a plein de données anatomiques qui suggèrent qu'effectivement, il y a une certaine progression de la maladie. Alors, on pense qu'il y a effectivement une progression, entre autres parce qu'il y a eu des résultats, c'est ce qui est illustré dans le bas ici, publié en 2008, où des chercheurs qui avaient travaillé avec une approche thérapeutique qui était l'implantation de neurones dopaminergiques fétaux dans le cerveau de Parkinsonien pour essayer de remplacer la perte des neurones, une approche de greffe cellulaire. Donc, ça a été testé déjà il y a de nombreuses années comme une approche potentiellement utilisable pour traiter la maladie de Parkinson. Et quand on implante des cellules comme ça, fétales, dans le cerveau humain adulte,
bien, ces cellules-là peuvent rester vivantes pendant très longtemps. Mais éventuellement, les personnes qui ont subi ces greffes-là ont décédé. Puis quand on a étudié leur cerveau, on s'est aperçu que à l'intérieur de ces greffes, des cellules fétales qui provenaient d'autres personnes, en fait de fœtus avortés, dans ces greffes-là, les neurones qui étaient là avaient survécu pendant toutes ces années après la greffe, donc ça avait fonctionné comme prévu, mais on pouvait trouver des corps de Lewy dans les neurones dopaminergiques, dans les greffes. Donc ça, c'était étonnant, et ça a suggéré l'idée que peut-être que la pathologie de la maladie de Parkinson a pu se propager du cerveau de la personne atteinte vers les cellules dans la greffe. Alors, comme s'il y avait effectivement un mécanisme de propagation qui continuait, peu importe si on rajoute des nouvelles cellules externes, ça va continuer à se propager et à atteindre les cellules greffées. Donc, c'est un peu de là qu'est venue cette idée qu'il y a peut-être une propagation par un mécanisme qui ressemble peut-être à celui du prion dans l'encéphalopathie spongiforme bovine. Alors, l'hypothèse de l'agrégation pathologique des protéines, elle est illustrée ici. Normalement, dans notre cerveau, dans toutes nos cellules, il y a plein de protéines qui sont là, qui se promènent, qui font leur travail dans la cellule. Puis, dans certains cas, les cellules vont avoir des agrégats de protéines. Donc, des protéines qui sont mal produites, pour différentes raisons, qui ont des défauts. Ils vont former des agrégats, puis la cellule va normalement les éliminer. Donc, on a des mécanismes dans nos cellules qui nous protègent de ça. Mais dans certains cas, il y a des agrégations pathologiques qui se produisent. Puis dans la maladie de Parkinson, avec les corps de Lewy, on sait que ça se produit. Et c'est ça qui est schématisé ici, c'est l'idée qu'il peut y avoir des protéines pathologiques qui vont s'attacher aux protéines normales, puis vont former des gros agrégats de plus en plus gros, puis éventuellement, ça va être trop pour la cellule, puis la cellule va dégénérer. Agrégation pathologique. Alors, on pense, et ça, c'est l'hypothèse du prion, il y a plein de chercheurs qui travaillent là-dessus actuellement, qu'il y a peut-être une propagation de ces agrégats de protéines dysfonctionnelles d'une cellule à une autre. Donc, il y a une cellule qui pourrait libérer ces agrégats-là de protéines dysfonctionnelles et ça va être absorbé par une autre cellule avec laquelle elle est connectée. Et la pathologie va comme ça se propager d'une cellule à l'autre, un peu comme un virus qui se propage d'une personne à une autre. Alors, il y a plein de chercheurs qui travaillent là-dessus présentement. C'est très intéressant. Ça nous permet de mieux comprendre la progression de la maladie. Puis encore une fois qu'on comprend ça, on est capable éventuellement de mieux traiter la maladie. Il y a des chercheurs qui étudient des choses comme comment sont transférés les agrégats de protéines d'une cellule à une autre. Ici, vous avez une illustration d'expériences qui ont été faites où on prend des agrégats de protéines qui proviennent soit qui ont été produites de façon synthétique ou bien des agrégats de protéines qui proviennent de cerveaux humains atteints de la maladie de Parkinson. On peut directement mettre en contact des neurones en culture, des neurones de souris par exemple, avec ces agrégats de protéines, puis on peut quantifier leur absorption, on peut le mesurer, on peut le visualiser dans les cellules. Alors une fois qu'on est capable de voir et de comprendre comment les cellules sont capables de libérer, d'absorber ce genre de protéines pathologiques, bien maintenant on va être capable éventuellement d'en arriver à développer des stratégies thérapeutiques pour bloquer cette propagation. Et c'est là aussi qu'il y a beaucoup d'intérêt actuellement en recherche en Parkinson. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Comment empêcher ça, les agrégations pathologiques? Il y a des anticorps qui sont développés pour essayer de bloquer ça, empêcher la formation de ces agrégats, les empêcher de se propager d'une cellule à une autre. Donc, il y a plein de stratégies qui sont en cours de développement. Et ça ressemble à certaines recherches qui se fait aussi sur la maladie d'Alzheimer, parce que dans la maladie d'Alzheimer, il y a aussi ce problème d'agrégation pathologique de protéines. C'est d'autres protéines, mais il y a des stratégies de ce genre-là qui sont développées. Donc, le fait qu'il y a un point en commun ici entre la maladie de Parkinson et d'autres maladies du cerveau, ça nous aide à mieux comprendre toutes ces maladies-là et éventuellement trouver des approches thérapeutiques qui pourraient peut-être fonctionner même pour plus qu'une maladie. Alors ça, c'est super intéressant. Il y a plein de chercheurs qui travaillent là-dessus et ça amène aussi des avantages parce qu'on peut baser là-dessus, développer des meilleurs modèles animaux de la maladie de Parkinson sur lesquels on peut tester des nouvelles approches thérapeutiques. Et je termine maintenant en quelques minutes sur le dernier sujet qui est les cellules souches progénitrices. Pourquoi c'est intéressant? Ben parce que les cellules souches progénitrices, ce sont des cellules qui peuvent se diviser pour produire d'autres cellules. Et dans notre corps, en fait, durant le développement, on a plein de cellules progénitrices qui se divisent, qui forment tous nos organes, qui vont se différencier en cellules de différents types. Mais on a découvert que dans le corps humain adulte, il y a des cellules souches progénitrices qui sont encore présentes et on peut les prélever assez facilement. On peut, par exemple, faire une biopsie de peau de quelqu'un
On peut prendre un échantillon sanguin de quelqu'un, puis on va être capable d'isoler des cellules souches progénitrices. On va les transformer pour qu'ils deviennent des cellules iPSC, des cellules pluripotentes, donc des cellules souches qui peuvent devenir d'autres phénotypes, d'autres types cellulaires. C'est ça qui est illustré ici. Ces cellules-là, une fois qu'on les a purifiées, on est capable, par des approches, en les exposant à différents facteurs, différentes molécules, mais il y a toutes sortes de recettes qui sont élaborées pour ça depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de cette recherche-là qui se fait au Canada aussi. Les chercheurs ont découvert des façons de faire transformer ces cellules iPSC-là en neurones, et en particulier en neurones dopaminergiques. Alors ça, c'est super intéressant pour plusieurs raisons. Éventuellement, être capable de produire comme ça des neurones de façon à volonté, essentiellement, ben, ça peut nous permettre de rêver à des approches de greffe cellulaire. Ça peut nous permettre aussi de mieux comprendre la maladie, parce que la maladie, comme la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui est hétérogène. C'est pas chaque personne qui a les mêmes symptômes au même moment, la même intensité. Il y a plusieurs symptômes différents. Et donc, il y a plusieurs, quand on étudie les formes génétiques, on se rend compte qu'il y a plusieurs sortes de maladies de Parkinson, de plusieurs causes. Ils vont peut-être converger vers la mort des neurones dopaminergiques, mais souvent, il y a plusieurs causes. Alors, on aurait peut-être avantage éventuellement à avoir une forme de médecine personnalisée, où on est capable de dire, ben, pour Monsieur X ou Madame Y, peut-être que le meilleur traitement ne sera pas le même. Alors, une façon éventuellement de faire ça, d'avoir une médecine personnalisée, ce serait d'être capable de prélever des cellules souches comme ça progénitrices d'une personne donnée, de produire des neurones de cette personne-là et de mieux étudier la maladie spécifique que cette personne-là a. Au lieu de travailler avec des neurones de souris comme on le fait présentement, ce qui est extraordinaire, mais en même temps, c'est pas des cellules humaines, ça serait intéressant de pouvoir faire nos expériences avec des cellules humaines. Bien, on peut le faire avec des cellules souches progénitrices humaines, puis produire des neurones dopaminergiques puis les étudier. On peut les produire comme ça à partir de gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson, à partir de gens qui ne sont pas atteints. Comparer les cellules, ça va nous permettre de mieux comprendre la maladie sur un point de vue plus individuel. Un intérêt, ça serait aussi éventuellement donc d'avoir une source à grande échelle de neurones qu'on pourrait éventuellement réimplanter. Quand on fait des greffes de toutes sortes, on a toujours peur, quand on fait des greffes, d'avoir des réactions immunitaires. Dans le cerveau, c'est un problème qui est pas trop grand parce que le cerveau est spécial en termes de réaction immunitaire, il est plutôt protégé. Mais néanmoins, ce serait certainement souhaitable de pouvoir faire des greffes de cellules autologues. Ça veut dire des cellules d'une même personne greffées dans la même personne. Donc, on pourrait, chez une personne, prélever des cellules progénitrices, produire en laboratoire des neurones à partir de ces cellules progénitrices-là, et ensuite, éventuellement, réimplanter les neurones dans la même personne pour pouvoir compenser la perte des neurones qui ont dégénéré. Alors ça s'est déjà essayé à plusieurs reprises. Ça se fait en utilisant des neurones qui vont être obtenus de fœtus avortés, par exemple, donc des cellules embryonnaires. Mais ça serait au point de vue éthique et au point de vue simplicité, ça serait beaucoup mieux de pouvoir le faire directement avec les cellules qui proviennent de la même personne. Alors ça, ça se fait pas présentement, mais c'est en route. Il y a plein de chercheurs qui travaillent là-dessus, partout à travers le monde, incluant à Montréal. Il y a des chercheurs comme Ted Fun à l'Institut neurologique de Montréal qui fait ce genre de choses-là présentement. Ici, je vous présente un exemple pour vous montrer que ça avance, cette recherche-là. Il faut avoir espoir. Il y a des expériences de ce type-là qui viennent d'être faites récemment, qui ont été publiées juste l'an dernier. Et ça a été fait chez un modèle de primate de la maladie de Parkinson, donc chez le singe. C'est ce qui est plus proche de nous en termes de modèle de la maladie de Parkinson. Et chez le singe, on a été capable de prélever les cellules souches progénitrices, de transformer ces cellules en neurones dopaminergiques et ensuite de les implanter dans le cerveau. Et on a montré que ces neurones-là étaient capables de survivre. Alors, on n'est pas encore rendu à l'humain, mais ça vous montre, quand on est capable de le faire chez le singe, c'est parce qu'on est vraiment proche de pouvoir le faire. Mais il ne faut pas trop avoir d'espoir pour que ça soit fait demain matin, là, mais c'est vraiment, la recherche avance extrêmement rapidement dans ce domaine-là. Il ne faut pas demander à votre neurologue de vous faire, d'obtenir des cellules souches, là, parce que présentement, ce n'est pas quelque chose qui est offert. Donc, je ne veux pas évidemment susciter de faux espoirs, mais je veux que vous sachiez que ça, c'est la recherche qui avance présentement et ce genre de thérapie-là est envisagé comme possible pour la prochaine décennie. Finalement, un autre avantage de la production de cellules
neuronales comme ça qui proviennent de cellules souches, c'est qu'on pourrait éventuellement, si on ne fait pas des greffes, au moins, comme je l'ai mentionné, on pourrait éventuellement tester des médicaments spécifiquement sur des cellules qui proviennent de patients individuels. Donc, ce serait vraiment de la médecine personnalisée où on pourrait décider que pour vous, le meilleur médicament, c'est celui-là parce qu'on l'a testé sur vos neurones à vous, puis ça semble ça semble fonctionner bien. Donc, ça serait une stratégie éventuellement qui pourrait être utilisée. C'est sûr que ça viendrait avec des coûts, notre système de santé a des limites, mais techniquement, là, on arrive à un point où on a tellement de possibilités que ce genre de choses-là pourra éventuellement être fait. Donc, je termine là-dessus en conclusion. Comme vous avez pu le voir, il y a vraiment beaucoup de progrès dans notre compréhension de l'origine de la maladie de Parkinson. C'est vraiment cette compréhension-là qui est notre meilleur gage d'espoir pour découvrir de nouveaux médicaments. Donc, il y a de l'espoir. Le progrès dans notre compréhension des mécanismes de transmission pathologique, de la pathologie, finalement, ça fournit aussi de nouvelles pistes pour développer de nouvelles stratégies thérapeutiques, développer des meilleurs modèles animaux. Finalement, la découverte de méthodes pour produire des cellules de cerveau de remplacement à partir de cellules souches humaines, ça ouvre aussi de nombreuses portes pour des approches de médecine régénérative, donc des greffes, ou bien de médecine personnalisée. Alors, je termine en vous mentionnant que pour ce qui est de mon équipe à moi, quand je parle de ce qu'on a accompli, ben c'est pas moi qui ai fait tout ce travail-là, c'est les gens qui travaillent avec moi. Donc, on est une équipe de recherche. Vous avez une photo ici qui représente les membres actuels de mon équipe. Donc, il y a plein de gens qui travaillent avec moi, c'est eux qui font avancer ces expériences-là dont je vous ai parlé au jour le jour. Moi, je coordonne le travail de cette équipe-là. Et je travaille aussi avec d'autres chercheurs. Il y en a certains qui sont mentionnés ici, des gens de l'Université d'Ottawa, Roots Lake, David Park, des gens de Québec aussi, qui sont à l'Université Laval, comme Martin Lévesque, des chercheurs aussi comme Michel Desjardins à l'Université de Montréal, avec lesquels on travaille aussi sur un autre aspect qui est la possibilité que dans la maladie de Parkinson, il y a une composante d'auto-immunité. Ça, c'est un autre projet qui est en cours dans le groupe. Et aussi, notre recherche est financée par plusieurs sources, le gouvernement du Canada, par les instituts de recherche en santé du Canada, des fondations privées, le Fonds québécois de recherche sur le Parkinson, Parkinson Québec, aussi appuie notre recherche. Et c'est donc le genre de choses qu'on fait, c'est dû au fait qu'on a le financement requis pour le faire. En recherche au pays, il y a plein de très bons chercheurs qui n'arrivent pas à faire financer leur recherche parce qu'ils manquent d'argent, malheureusement, pour la recherche. On est tout le temps, tout le monde, incluant moi, en demande de subvention parce qu'on manque d'argent pour faire de la recherche et tester toutes les idées, les hypothèses qu'on a. Mais pour l'instant, donc, on réussit à avancer avec les fonds qu'on a. Puis, je suis très reconnaissant envers tous les organismes qui ont financé notre recherche. Voilà. Alors, j'arrête là-dessus, puis ça me fera plaisir maintenant de répondre à vos questions. Ceux qui sont en ligne et ceux qui sont ici. Donc, merci, Dr. Thibault. Et il y a eu plusieurs questions pendant la conférence. Donc, les gens qui ont des questions qui viennent, vous pouvez toujours les poser dans le haut. Vous allez voir à droite de la vidéo, il y a un endroit où vous pouvez répondre vous pouvez poser vos questions. Sinon, je vous invite à répondre aux petits sondages qui sont discutés. Et je vais y aller avec la première question, qui est-ce que le syndrome pseudo-bulbaire fait partie de la maladie de Parkinson ou est-ce que c'est une maladie différente? C'est une maladie différente. Moi, je dois le mentionner pour ceux qui ne le savent pas. Quand j'ai été présenté au début, vous avez parlé de ma formation. Je suis pas un neurologue, donc c'est sûr que dépendamment des questions là, qui vont m'être posées, moi, j'ai pas les réponses qu'un neurologue pourrait avoir. Parce que dans mon travail au jour le jour, je travaille pas directement avec des patients, puis j'ai pas le même genre d'interaction au jour le jour qui peut permettre, par exemple, de parler des détails de la médication, comme les neurologues peuvent le faire. Mais ce syndrome-là, en fait, je le connais pas bien, honnêtement, mais je sais que c'est pas la même chose que la maladie de Parkinson. Il y a quand même d'autres maladies, comme la TMI, ça s'appelle le systemic atrophy. Donc, il y a d'autres maladies qui ont des pathologies comme des agrégations de protéines pathologiques, comme les corps de Lewy. Multisystem atrophy, c'en est une, mais il y en a d'autres. Il y a certaines maladies qui ont des mécanismes pathologiques qui sont en commun avec la maladie de Parkinson, qui ne sont pas vraiment la maladie de Parkinson. Une autre question. Est-ce que les agrégats de protéines se retrouvent à d'autres endroits en temps normal dans le corps humain ou anormalement?
Oui, en fait, les agrégations pathologiques de protéines, c'est quelque chose qui se produit, qui peut se produire en tout temps. Mais nos cellules, normalement, sont équipées pour faire face à ça. Il y a un système dans nos cellules qui s'appelle le lysosome, qui sert à dégrader et éliminer les protéines pathologiques ou les protéines qui sont en fin de vie, là, qui sont endommagées à cause du temps. Nos cellules remplacent toujours des protéines qui sont déficientes avec le temps et on a des mécanismes normaux dans nos cellules qui font ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que il y a des chercheurs qui s'intéressent présentement à trouver des stratégies pour améliorer le travail du lysosome dans nos cellules. Donc, essayer de rendre nos cellules plus efficaces à éliminer naturellement les protéines pathologiques. Alors, si on est capable de faire ça, il y a des chercheurs qui testent ça spécifiquement dans le contexte de modèles animaux de la maladie de Parkinson. Et ça, c'est une des stratégies expérimentales qui pourrait peut-être permettre à nos cellules de stopper la progression de la maladie, surtout quand on parle de ces agrégations de protéines pathologiques. J'ai une question sur l'expérience sur le singe. Les neurones survivants suite à la transplantation. La personne a posé la question. OK. Suite à la transplantation, est-ce que les symptômes moteurs étaient améliorés chez le singe qui avait subi l'expérience? Est-ce que vous savez? Oui, en fait, oui, ça c'est un modèle. J'ai pas parlé de, j'ai pas le temps vraiment d'aller dans les détails, mais l'expérience auquel j'ai fait allusion à la fin, c'est des expériences chez un singe auquel on administre une toxine qui s'appelle le MPTP. Et après un traitement comme ça, il va y avoir une bonne quantité des neurones dopaminergiques dans le cerveau du singe qui vont dégénérer. Alors le singe va se retrouver avec des symptômes qui sont assez typiques de la maladie de Parkinson humaine. Des tremblements, des difficultés d'initiation de la locomotion et tout ça. Et donc, quand on teste chez le singe des médicaments potentiels, des stratégies thérapeutiques potentielles, si ça fonctionne comme il faut, s'il y a plus de dopamine qui est disponible, puis les circuiteries qui contrôlent le mouvement fonctionnent mieux, bien, il va y avoir en parallèle une amélioration de ces symptômes moteurs qu'on peut quantifier chez le singe. Et dans ce cas-ci, oui, ils ont été capables de démontrer que la greffe avait des effets positifs. Mais ça avait déjà été démontré avec des greffes de cellules fétales. Donc, le fait que des greffes peuvent aider à rétablir les symptômes, ça, c'était déjà connu. La nouveauté, c'est qu'ils l'ont fait avec des cellules iPSC. Et en lien avec cette question-là aussi, il y a quelqu'un qui posait, est-ce qu'il y a des tests cliniques qui sont envisageables chez l'humain ou si c'est possible, est-ce que c'est à long terme ou est-ce que comment ça pourrait arriver les fonctionnements? Ouais, d'utiliser des cellules souches humaines pour pouvoir guérir des maladies, pas juste des maladies neurologiques, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Pour la maladie de Parkinson, est-ce qu'il y a déjà présentement des études cliniques en cours où on fait des greffes comme ça? À ma connaissance, non. Mais je ne sais pas tout ce qui se fait à travers le monde. Donc, ça se pourrait qu'il y ait des choses qui soient déjà lancées, mais personnellement, je n'en ai pas entendu parler. Quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'il y a au niveau du cerveau et des neurones des liens entre les différentes maladies dégénératives comme l'Alzheimer ou la SLA? Puis, est-ce que les recherches qui sont faites dans les autres domaines par rapport à ces maladies-là peuvent aussi renforcer vos recherches à vous? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, il y a des liens, il y a des similitudes dans les mécanismes pathologiques de différentes maladies neurodégénératives. La maladie d'Alzheimer, ce n'est une. J'y ai fait allusion tout à l'heure, la question de l'agrégation pathologique des protéines. C'est quelque chose qui se produit dans la maladie d'Alzheimer et donc il y a beaucoup d'intérêt à trouver des mécanismes comme ça pour éliminer les agrégations pathologiques dans une maladie ou dans l'autre. Peut-être qu'on pourrait trouver des façons communes de le faire pour les deux maladies. Donc, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. La SLA, la sclérose latérale amyotrophique, c'est une autre maladie qui implique une dégénérescence de neurones. Là, c'est des motoneurones. Et dans cette maladie-là aussi, il est question d'une dysfonction des mitochondries. Ça, c'est quelque chose qui est étudié depuis déjà de nombreuses années. Il y a une convergence dans cette maladie-là, maladie de Parkinson, dans l'Alzheimer également. Il y a des bonnes données qui appuient l'idée qu'il y a aussi une dysfonction mitochondriale. Donc, éventuellement, quand on aura des molécules qui vont améliorer la fonction de la mitochondrie, ça va être probablement utile pour plus qu'une maladie. Parkinson, mais aussi plusieurs autres. Donc, il y a beaucoup de questions qui reviennent en fait de est-ce que vous êtes capable d'expliquer comment, disons, l'exercice ou peut-être différentes
ben, la médication, on l'a expliqué un peu, mais plus peut-être l'exercice, comment ça pourrait affecter au niveau du cerveau pour la maladie, dans la maladie de Parkinson. Est-ce que vous... Ben, c'est un mystère encore quand même. L'exercice, c'est un des traitements, entre guillemets, qui aide à peu près toutes les maladies neurodégénératives et les maladies associées à la sédentarité en général, évidemment. Donc ça, c'est la première chose à faire. Faut que tout le monde le fasse, c'est de bouger plus. Moi, je suis venu ici en vélo d'ailleurs aujourd'hui, puis j'essaie vraiment d'appliquer ça dans ma propre vie. C'est préventif de faire du sport. Donc l'exercice, on sait, il y a plein d'études qui ont montré que pour les gens atteints de la maladie de Parkinson, différentes formes d'exercice, c'est très positif. Mais le mécanisme fin par lequel l'exercice va être positif, va améliorer le fonctionnement du cerveau, ça, c'est pas mal moins évident parce que l'exercice, ça affecte tellement de choses en même temps, en général de façon positive, que là, d'établir un lien de cause à effet entre un mécanisme très précis et, disons, l'amélioration du mouvement, c'est très difficile à faire. Donc, il y a plusieurs raisons de penser qu'une amélioration du système cardiovasculaire, ça va être bon. Ça aide le cerveau à mieux fonctionner. On sait que le cerveau a besoin de beaucoup d'oxygène, beaucoup de glucose. Donc, ça vient par la circulation. Alors, l'exercice régulier, ça aide à la vascularisation de tous les organes et du cerveau. Ça, c'est positif. L'exercice, c'est un peu une façon pour tous les organes de se maintenir en fonction. On sait dans la maladie dans l'Alzheimer, par exemple, l'activité cognitive régulière, ça aide aussi à ralentir la progression des symptômes. Alors, use it or lose it, on dit ça en anglais, c'est la même chose pour tous les organes. Donc, dans la maladie de Parkinson, le mouvement, c'est ce qu'on veut préserver, alors il faut bouger. Alors ça, c'est clair. Mais le mécanisme moléculaire, à chaque congrès sur la maladie de Parkinson et sur les maladies neurologiques, il y a toujours beaucoup de présentations là-dessus. Les chercheurs testent toutes sortes d'hypothèses, mais il n'y a pas encore une hypothèse qui est ressortie comme étant la façon que l'exercice a des effets positifs. Éventuellement, c'est sûr que s'il y avait un mécanisme moléculaire très précis, il y en a qui préféraient peut-être prendre une pilule qui va stimuler le même mécanisme plutôt que de faire l'exercice. Mais pour l'instant, moi, je recommande à tout le monde de bouger le plus possible. Puis, un peu dans le même lien, par rapport à la nourriture, là, il y a plein de personnes qui m'envoient des types de régimes ou des choses comme ça. Est-ce que ça peut avoir un lien ou c'est un peu comme l'exercice par rapport aux recherches qui sont faites par rapport à une consommation de certains types de nourriture et la maladie de Parkinson? Est-ce qu'il y a des choses qui sont liées avec ça? C'est difficile pour moi comme chercheur de me prononcer là-dessus. C'est pas que c'est non scientifique. L'alimentation, il y a une science de ça, puis il y a plein de bonnes raisons de penser qu'en fonction de notre alimentation, notre cerveau peut mieux ou moins bien fonctionner. Ça, c'est clair. Quand on a des carences nutritionnelles, notre cerveau a des problèmes. Quand on mange très bien, en général, tout va mieux pour notre corps, incluant pour le cerveau. Donc, bien manger de façon diversifiée, des diverses formes d'aliments, c'est des recommandations nutritionnelles habituelles. Ça, c'est sûr que c'est bon. Si vous me demandez est-ce que c'est bien de manger des graines de chia, est-ce que c'est bien de manger du curcuma, il y a plein de choses pour lesquelles il y a des évidences anecdotiques que c'est positif. Moi, comme chercheur, je peux pas dire ah non, ça c'est sûrement pas vrai. Mais je peux pas dire non plus, selon mes connaissances, que oui, il faut que vous mangiez ça. Il y en a pas présentement. S'il y avait une stratégie nutritionnelle qui clairement avait un effet majeur qu'on pouvait recommander à tous les patients atteints de la maladie, on le ferait déjà. Mais c'est pas le cas. Et c'est pas parce qu'il n'y en a pas de stratégie, c'est parce que pour l'instant, ça n'a pas été prouvé. Et en médecine, normalement, on doit utiliser des stratégies pour lesquelles on a des données probantes qui nous montrent que ça va marcher. Alors, je comprends tout le monde qui veut essayer toutes sortes de stratégies nutritionnelles pour améliorer leur état. Moi, si j'étais atteint, je ferais la même chose. Mais c'est difficile pour moi de donner une réponse ferme sur un aliment en particulier. Et je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais le temps est limité. Ce qu'on va faire, c'est que les questions qui sont posées, je vais les donner à Dr. Trudeau et il va pouvoir lui répondre, mais on va devoir fermer la présentation du webinaire. Donc, je vais juste vous aviser que vous pouvez vous inscrire présentement au prochain webinaire et qui aura lieu le 14 décembre prochain et qui abordera les troubles de la parole et la diction et sera présenté par Madame Stéphanie Aymon.
Et j'aimerais aussi vous avertir que les webinaires sont présents en rediffusion. Donc, celui-ci devrait être disponible dans une semaine. S'il y a des questions, des aspects que vous avez eu du mal à comprendre et que vous voulez réécouter, donc la semaine prochaine, ils vont être disponibles. Et aussi, j'aimerais que vous preniez un petit instant pour répondre aux divers sondages qui sont disponibles sur la page présentement. Et si vous aviez des questions que vous voulez poser un peu plus tard, vous voyez, il y a une adresse qui est disponible à la gauche. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser ou à venir poser vos questions. Donc, je vous remercie de votre participation et j'aimerais aussi vous remercier, Dr. Trudeau, pour cette présentation qui était fort intéressante et en espérant vous revoir le 14 décembre prochain. Merci.